Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Vous dire que ça me fait particulièrement plaisir de venir à Malakoff parce que j'ai longtemps été un voisin et donc je suis toujours très heureux de revenir dans cette ville des Hauts-de-Seine. Et puis je suis très flatté parce qu'il y a une assistance très nombreuse. J'ai compté, on est près de 80. Bon, peut-être plus maintenant d'ailleurs parce que d'autres sont arrivés en cours de route. Et puis Jean Clavel, l'ancien premier maire adjoint, madame l'ancien maire, madame le maire, enfin voilà, je suis très impressionné. Bon, donc merci beaucoup pour cette invitation. Je vous dire que mon propos par rapport au vaste tableau qu'a brossé Gilles sera forcément plus circonscrit, puisque moi je vais m'en tenir à 1917, et encore à l'intérieur de 1917, je vais m'en tenir à une partie de 1917, puisque je vais essentiellement parler de Lénine dans 1917, ce qui forcément, vous voyez, par rapport au vaste portrait du siècle qu'a proposé Gilles, est un petit morceau. Mais petit morceau, mais quand même. Voilà, un morceau qui me semble pas tout à fait inintéressant, y compris pour aujourd'hui. Alors, peut-être commencer par le plus simple, et à savoir une difficulté que vous avez tous en tête. C'est que Lénine, à certains égards, nous a parfois été une figure qui nous a, disons, dispensé d'étudier la Révolution. On disait, bon ben voilà, on va regarder Lénine, et en étudiant Lénine, on aura une vision de la Révolution. De ce point de vue-là, c'est un risque qui est apparu assez tôt. Il y a un dirigeant communiste allemand en 1920, vous voyez, en 1920, 3 ans seulement après la Révolution, un dirigeant qui s'appelle Karl Radek, qui écrit un article qui s'appelle Lénine, chef révolutionnaire, et il dit « Lénine représente l'ensemble de la révolution russe des travailleurs, il est, pourrait-on dire, la personnification de son esprit et de sa signification. » Bon, vous voyez, ça commence tôt, cette pente-là, si je puis dire, que ne valide pas Lénine, mais c'est une pente qui existe tôt. Moi, pour ma part, je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Je vais parler de Lénine dans la Révolution, mais je ne pense pas que Lénine soit à lui seul la personnification de son esprit, de sa signification. C'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, par rapport à la question que posait Gilles sur est-ce que c'est un putsch de quelques-uns ou est-ce que ça correspond à un mouvement ample du peuple russe, bon ben là, évidemment, je pense que Karl Radek nous entraîne dans un chemin qui est plutôt celui de la volonté de quelques-uns. Moi, je pense que c'est quelque chose de plus compliqué. Et puis, évidemment, il n'y a pas que Karl Radek face à cette volonté de faire de Lénine une espèce de surhomme en dehors du peuple. Eh bien, d'autres communistes russes, très tôt, ont, proposé d'autres versions. Il y a un poète que vous connaissez sans doute qui s'appelle Mayakovsky, qui a fait un grand poème donc consacré à Lénine, qui s'appelle Lénine, voilà, en 1924, lorsque Lénine meurt. Poème qu'on reproduit un peu, d'une part, Francis dans la préface qu'il fait, moi d'autre part dans la postface. On ne reproduit pas les mêmes passages, mais donc poème qu'on cite assez longuement. Et vous voyez que Mayakovsky, il a une autre vision. Il dit, donc on est en 1924, vous voyez, c'est très tôt là encore. Hein. Je crains que les cortèges et les mausolées, les adorations aux statues instituées, n'aille noyer sous une onction désodorée Lénine et sa simplicité. Je redoute pour lui, comme pour mes 2 yeux, l'artificieux rose bonbon de confiseur. Voilà. Donc, vous voyez, très tôt, il y a évidemment une volonté de faire de Lénine une espèce de momie, disons, voilà. Et très tôt, en même temps, chez les communistes russes, eh bien, tout le monde ne se prête pas à ce genre de jeu. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que Lénine n'était pas toute la révolution de 17, j'aurai l'occasion d'en parler, néanmoins, eh bien, Lénine joue un rôle majeur quand même en 1917, raison pour laquelle il me semble qu'il n'est pas absolument absurde d'en parler pendant tout ce propos. Il joue un rôle majeur et évidemment, on va le voir dans 3 temps. Premier temps, c'est que lui, Lénine, depuis longtemps, pense qu'en Russie, il y a une perspective socialiste. Et ça, c'est évidemment un élément de rupture majeure par rapport à d'autres. Alors je remonte en arrière. Il écrit un ouvrage très important, n'oubliez pas que Lénine est né à la fin du 19e, il écrit un ouvrage très important, qui est équivalent d'une thèse en quelque sorte, un ouvrage majeur, y compris encore aujourd'hui, un ouvrage économique, qui s'appelle « Le développement du capitalisme en Russie ». On est à la toute fin du 19e siècle. Et dans cet ouvrage, il y a un débat parmi les socialistes
qui sont évidemment à l'époque persécutés. N'oubliez pas que la Russie, à la fin du 19e siècle, elle est dirigée par un tsar, et que ce tsar dirige un des États les plus autoritaires de l'Europe de la période. Et donc les socialistes ne se réunissent pas aujourd'hui comme vous et moi, comme ça, donc dans une salle pour discuter tranquillement. Il y a une persécution qui est évidemment majeure et qui est très forte. Cependant, et donc le mouvement socialiste lui-même est assez divisé, assez petit, assez clandestin, c'est très compliqué. Bon, néanmoins, il y a une production intellectuelle importante, théorique, pour essayer de penser le monde et de penser ses voies de transformation. En Russie, à cette époque-là, vous avez évidemment des socialistes qui s'inscrivent dans le sillage de Marx et d'Engels, tel qu'il a commencé à être tracé en Europe, disons, occidentale, pour aller vite. Mais ce qui domine quand même en Russie à cette époque-là, c'est une voie socialiste propre, qui pense qu'il y a une voie spécifique pour la Russie, fondée sur la voie paysanne, parce que n'oubliez pas qu'en Russie, l'industrialisation est peu avancée, et donc il y a l'idée chez ces socialistes-là qu'en fait on va faire une sorte de socialisme agraire, fondé autour du MIR, la communauté paysanne. Bien. Et ces gens-là, on les appelle les populistes. Alors, rien à voir avec les espèces de termes qui recouvrent ça aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça s'appelle. On les appelle les populistes, les narodniki. Pardonnez mon accent russe, parce que voilà, je ne suis pas comme Léo, je ne lis pas dans le texte tout ça. Bon, donc les narodniki, les populistes russes. Et les populistes, ils disent, bah, la Russie, non. Il n'y a même pas de capitalisme en Russie. Alors, vous voyez, la perspective socialiste, c'est bien gentil, mais en tout cas, ce sera sur un mode autre parce qu'il n'y a pas de développement du capitalisme en Russie. Et en réalité, il y a un débat au départ que Lénine mène. Et Lénine, c'est un débat, mais ce n'est pas juste une tribune, hein, c'est un gros travail d'analyse. Et dans ce travail qui s'appelle le développement du capitalisme en Russie, Lénine montre très précisément comment, bien qu'effectivement la paysannerie domine encore, le capitalisme déjà se développe de manière accéléré à l'intérieur de la Russie de la fin du 19e siècle. Et donc voilà, lui, il pense que le capitalisme se développe en Russie de manière très rapide, même s'il est pour l'instant minoritaire, et que les perspectives socialistes sont évidemment très possibles pour la Russie. Bon. Deuxième temps qui est important à bien voir, c'est que on arrive donc à des moments de tension très importantes à l'intérieur de la Russie. Je vais très vite parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire majeur qui secoue le pays en 1905. En 1905, il y a la guerre entre la Russie et le Japon. Et à l'occasion de cette guerre entre la Russie et le Japon, une révolution éclate. Et c'est là que vous connaissez tous la chanson de Jean Ferrat, ou peut-être le film avant d'Eisenstein. C'est là que vous avez une grande mobilisation, où s'illustrent notamment ces marins du Potemkin. Voilà. Donc c'est là que vous avez ce grand mouvement de mobilisation qui est là. Il faut bien voir que 1905 et jusqu'à la chute du tsarisme, en réalité, il y a ici une difficulté. La difficulté, c'est que vous avez un pouvoir tsariste qui est près 1789, pour la faire courte. C'est comme si vous étiez avant la révolution de 1789. Le problème, c'est que la bourgeoisie russe a du mal, si vous voulez, à passer le pas, disons, de la révolte et de la révolution de ce point de vue-là. Elle est timide, elle hésite un petit peu. Bon. Et donc, il y a une question de savoir, est-ce qu'on va faire ou pas une révolution bourgeoise, disons tout simplement, disons, qui permettra au moins de passer de l'étape pré-89, si je puis dire, à l'étape post-89. Et puis ensuite, on verra. Donc déjà, ici, il y a des difficultés sur les acteurs, qui va la faire et les objectifs. Bon, ça, c'est un premier élément. 1905, ça va être réprimé assez vite, mais une des grandes revendications disons, que les bourgeois ont, vous savez bien, c'est la question du Parlement. Ils veulent au moins un Parlement. Un Parlement. Non pas un suffrage universel, c'est pas ça le problème principal. Au contraire, à la limite, pas tellement. Hein, n'oubliez pas, le grand modèle de la bourgeoisie au XIXe siècle, c'est pas le suffrage universel. Le grand modèle de la bourgeoisie au XIXe siècle, c'est un Parlement élu au suffrage censitaire, c'est-à-dire seuls les riches votent. C'est ça le modèle de la bourgeoisie au XIXe siècle au départ. Bon. Et donc ils veulent au moins ça. Au moins ça. Alors le tsar, évidemment, c'est hors de question. C'est pas du tout son esprit. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez cette fable de La Fontaine qui parle de l'Ancien Régime. Je la trouve assez parlante pour bien rentrer dans les mentalités de l'Ancien Régime. Cette fable, elle s'appelle Les membres et l'estomac. Alors, je ne vous la raconte pas parce que je ne la connais pas par cœur, mais je vous donne un petit peu l'esprit. L'idée pour un aristocrate d'Ancien Régime en Russie, c'est vrai au début du XXe siècle, et c'est vrai pour les aristocrates à l'époque du XVIIe siècle. L'idée est la suivante. Les membres et l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc des membres, les bras et les jambes, vous voyez, et ils disent, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on travaille tout le temps, on va récupérer la nourriture,
Et nous, on n'en voit pas la couleur. C'est l'estomac qui bouge pas, qui se prend tout. Voilà, nous, on bosse et lui, il récupère la nourriture sans rien faire. Il dit, ça va pas. Bon, revendication. Mais l'estomac dit, mais vous n'avez pas compris. Essayez-vous de digérer. Vous ne pourrez pas digérer. En réalité, moi, c'est ma nature. Je suis estomac. Je suis fait pour recevoir les aliments sans rien faire. Et vous, c'est votre nature. Vous êtes des bras. Vous êtes fait pour travailler. Bon, donc l'idée foncière d'Ancien Régime, c'est une idée d'inégalité des hommes. Chacun a une place déterminée et doit y rester. Il y a ceux qui sont les bras. Parfois, ils veulent se prendre pour des estomacs, mais un bras ne fait pas un bon estomac. Et il y a ceux qui sont des estomacs. Chacun a une place déterminée. C'est ça l'idée foncière d'Ancien Régime. Chacun a une place, il y a une inégalité profonde des hommes. Bon, ça c'est une idée évidemment très importante. Et en 1905, donc, eh bien, pour l'Ansart, il est évidemment hors de question, alors que lui, c'est l'estomac par suprême, si je puis dire. C'est à lui de décider. Il est hors de question que des bras commencent à prendre sa place. C'est le début du chaos. Si des bras commencent à se prendre pour des estomacs, ça ne va pas. Bon. Et donc, il est contre cette Douma, ce Parlement. Il n'en veut pas. Mais bon, le rapport de force est quand même là. Donc, à un moment, il y a la volonté et puis il y a le rapport de force. Alors, il concède une Douma. Mais cette Douma, une fois que le rapport de force, commence à être moins vif, moins violent, moins urgent, cette Douma, il lui donne finalement juste un pouvoir, non pas décisionnaire, mais au contraire juste un pouvoir de consultatif. Voilà, donc le tsar décide, mais on fera discuter le bas peuple. Bon, je vais très vite, mais donc vous voyez ici qu'il y a donc des objectifs différents dans le pays, une paysannerie de masse qui sort à peine du servage, vous voyez, seulement à la fin du 19e siècle, vous avez la fin du servage. Vous avez donc un monde ouvrier qui se développe vite, mais qui est très minoritaire, mais il se développe vite dans les grandes villes. Et vous avez une bourgeoisie qui hésite, qui voudrait bien aller vers une démocratie à l'anglaise, enfin une démocratie, du moins un système parlementaire à l'anglaise, mais qui n'ose pas trop aller au carton. Bon. Alors, il faut quand même que je passe assez vite, parce que sinon, on n'est pas arrivé à octobre. Alors, je vais donc accélérer un petit peu. Le débat important, évidemment, qui va se nouer par rapport à la Russie, c'est, bon, la Russie est en retard par rapport à l'Allemagne. Économiquement, elle est en retard, et l'idée, c'est, chez les socialistes, c'est bon. L'objectif, là, est-ce que c'est de se mettre à niveau, quoi, de rattraper le retard par rapport à l'Allemagne, puis après, une fois qu'on aura fait une révolution bourgeoise, après, plus tard, après l'Allemagne d'ailleurs, c'est-à-dire plus tard, on s'occupera de faire une révolution socialiste. Ça, c'est le point de vue, disons, qui est assez majoritaire quand même chez les socialistes, en Russie. Alors je dis socialiste, par parenthèse, juste on est pollué par les mots contemporains, on ne sait plus trop. Populiste, je dis, c'est un mot de l'époque qui n'a rien à voir avec l'usage qu'on en fait. Et socialiste, et même pour être plus rigoureux, social-démocrate, c'est un mot qui n'a pas non plus grand-chose à voir avec l'usage qu'on en fait aujourd'hui, puisque le parti, au départ, de Lénine, c'est le parti ouvrier social-démocrate de Russie. Donc il ne faut pas se laisser, abuser par les usages contemporains de ce point de vue-là. Bon, donc les conflits socialistes, c'est parce que jusqu'en 14, socialistes, communistes, tout ça, il n'y a pas de distinction très nette et très forte là-dessus. Donc, ce point de vue-là qui domine dans le socialisme quand même, c'est commençons au moins par rejoindre un petit peu les pays avancés de l'Ouest, et puis après, on verra bien ce qu'il en est. Bon. Vous vous rappelez qu'avant la Première Guerre mondiale, vous avez un mouvement socialiste qui est très puissant et qui est organisé à l'échelle internationale. C'est le cas depuis 1889, avec la création à Paris, on est 100 ans après la Révolution française, donc ça se passe évidemment à Paris, la création de la deuxième internationale, qu'on appelle aussi l'internationale ouvrière ou l'internationale socialiste. Et vous vous rappelez sans doute que cette internationale, eh bien, elle se donne un objectif important avant la Première Guerre mondiale. Cet objectif important, Michel Cibot le sait par cœur, c'est la paix, évidemment, parce que les socialistes, à cette époque-là, là encore, à partir d'une analyse réelle, pas de fantasmes divers et variés, à partir de l'analyse réelle, voit bien les contradictions du capitalisme et le fait que le capitalisme nous emmène vers la guerre. Il y a une phrase de Jaurès que vous connaissez par cœur, là encore, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, etc. Donc il y a une analyse du capitalisme et du fait que ce capitalisme-là vous entraîne vers la guerre. Et donc, il y a l'idée, les capitalistes nous entraînent vers la guerre, mais bon, qui est-ce qui tient les fusils ? Ce ne sont pas les capitalistes, c'est nous, les ouvriers. Et à partir de ce moment-là, si nous, socialistes, qui sommes si puissants en Allemagne, n'oubliez pas la puissance, c'est vraiment très important, si nous, les socialistes, nous refusons de prendre le fusil, alors de guerre, il n'y aura pas. C'est donc le grand mouvement de résistance et d'opposition à la guerre qui concerne l'internationale socialiste avant la Première Guerre mondiale.
Évidemment, l'internationale socialiste, elle est divisée. Vous avez des personnes qui ne sont pas tous exactement sur la même longueur d'onde. Mais, bon, vous avez des gens un peu forts dans le verbe, si vous voulez qu'on le verbe haut, qui passent un peu pour les purs et durs. Il y en a un notamment que Lénine aime beaucoup pendant longtemps, qui s'appelle Kautsky, qui est une des grandes figures du socialisme allemand. Voilà. D'ailleurs, dans le développement du capitalisme en Russie, Lénine en fait beaucoup sur Kautsky. Voilà. Figure importante, figure d'autorité, un peu dure. Quoi. Voilà. Donc on se dit, d'autres peut-être vont flancher en 14, mais Kautsky au moins et les autres tiendront bon. Bon. Arrive donc la Première Guerre mondiale. Déclaration de guerre, et dans l'Empire allemand, il y a un Parlement. Vote au Parlement, et les socialistes, qui sont très puissants au Parlement allemand, sont appelés à se prononcer. Est-ce qu'ils vont voter les crédits de guerre, ou est-ce qu'ils ne vont pas voter les crédits de guerre? Et là, les socialistes allemands, dans leur immense majorité, votent les crédits de guerre. Et Kautsky, certes, ne les vote pas, mais il ne vote pas contre, il s'abstient. Alors, quand Lénine, qui est exilé en Russie, en Suisse, apprend ça, d'abord, il demande à ce qu'on lui... Il dit, non, t'as mal lu, parce que, évidemment, c'est des exilés, alors la maîtrise de la langue n'est pas toujours excellente. Il dit, non, tu as dû avoir une erreur. Il fait vérifier ça. Et non, c'est bien ça. Effectivement, même Kautsky ne s'est pas opposé au vote des crédits de guerre. Alors, on ne parle pas d'insurrection, de révolution, on parle juste d'un vote, au moins de voter contre les crédits de guerre. Et là, Lénine dit, et là, il y a une bifurcation, que plus jamais on ne m'appelle social-démocrate. Là, vous avez une rupture en 1914 avec cet ancien monde et le monde nouveau qui s'annonce, cette nouvelle branche qui va naître, qu'on va appeler les communistes. Un mot là-dessus. Alors, on pourrait dire, voilà, le mouvement socialiste était puissant, en plus, il se divise et la grande majorité participe à cette boucherie épouvantable qui fait 10 millions de morts, alors l'espoir révolutionnaire est complètement éteint. C'est une conclusion a priori rationnelle à laquelle on pourrait arriver. Mais Lénine, en 1915, écrit un ouvrage qui s'appelle « La faillite de la Deuxième Internationale ». Et dans cet ouvrage, il va faire une chose un peu étonnante, qu'on pourrait croire un peu audacieuse, certains diront bientôt folle. Il pense que la Première Guerre mondiale est un accélérateur considérable de l'expérience des êtres humains qui sont là, qui vont vivre ces expériences-là, parce que dans une société humaine, vous avez tout un discours de stabilisation, qui est souvent un discours idéologique. On vous dit, bon, c'est pas terrible, mais on peut pas faire mieux, on peut pas faire autrement, vous comprenez, etc. Il y a des grandes puissances de résignation. Mais là, il dit, ça va faire entrer en tension le discours idéologique avec l'expérience vécue. Et donc, les potentialités révolutionnaires sont importantes. On est en 1915. C'est un peu audacieux, quand même. Donc, vous voyez, Lénine pense donc dans une Russie sous-développée qu'une perspective socialiste est possible. Il pense même que le capitalisme existe en Russie à une dynamique forte, alors que, bon, le capitalisme en Russie est quand même assez faible à la fin du XIXe siècle. En 1915, alors que l'immense majorité du mouvement socialiste est dans les mains, en train de gérer la guerre, il pense qu'il y a des perspectives révolutionnaires en 1915. Bon, très bien. 1917, nous y voilà, quand même. Il faut quand même surveiller la montre parce que je ne surveille pas, hein, donc tu m'arrêtes. Hein. Il faut quand même qu'on discute. Hein. Voilà. Donc, février 1917. Là, ça commence par les femmes. Ça commence par les femmes. Il y a, évidemment, vous voyez bien au départ la Première Guerre mondiale. Je vous la refais très vite. La Première Guerre mondiale, vous vous rappelez les circonstances. En gros, l'idée, c'est la guerre va être courte. Va être courte parce que, voilà, ça va être vite réglé. Tout le monde pense ça. Donc en France, par exemple, bon, il n'y a pas beaucoup de désertion, parce qu'on pense qu'il faut le faire, c'est toujours un peu compliqué, il y a des tas de choses, et puis en plus, ça ne va pas être très long. Bon, et puis la guerre dure, et c'est dur, parce que ça veut dire aussi que quand vous tenez un fusil, vous n'êtes pas en train de produire derrière. Donc ça veut dire que les conditions de vie, elles se dégradent pour tout le monde. La guerre est difficile. Ça, c'est vrai en France, c'est encore plus vrai en Russie. Notamment pour l'histoire des membres et l'estomac. Parce que si l'idée c'est les membres, alors c'est pas la peine de leur donner des grosses chaussures, c'est pas la peine quand vous regardez dans les archives, c'est Sumpf, qui est un historien pas du tout communiste, mais qui a fait un travail sérieux sur la mobilisation russe, le sort des soldats russes traités par l'Empire, c'est le pire de tout ce que... Et pourtant, Dieu sait que voilà, les autres n'étaient pas non plus des philanthropes exceptionnels, mais quand même, le sort que le tsarisme réserve aux soldats russes est épouvantable. Je veux dire, vraiment, on considère que c'est vraiment des moins que rien. Donc,
la situation est très grave au front, d'autant qu'il y a beaucoup de défaites sur le front russe, et la situation est très difficile à l'arrière. À l'arrière, c'est-à-dire chez les civils, parce que tous ces paysans, tous ces ouvriers qui sont devenus soldats, eh bien, ils ne produisent pas de nourriture, ils ne produisent pas de biens pour tout le monde. Donc, on a une situation très difficile. Et les femmes, qui évidemment prennent une place plus considérable encore dans la vie sociale globale, du fait du départ de tous ces hommes sur le front, eh bien, les femmes manifestent durement, résolument, pour la paix. Pour la paix, à la fin du mois de février. Alors, février, n'oubliez pas que c'est le calendrier russe, hein, et que les calendriers russes étant définis, n'ayant pas suivi les catholiques, puisqu'il y a eu le schisme orthodoxe, donc en 1054 au XIe siècle, lorsque le pape Grégoire décide au XVIe siècle de changer de calendrier, celui dans lequel on est, le calendrier grégorien, les Russes qui suivent pas le pape ne suivent pas. Donc quand on dit février, nous, en fait, on est déjà en mars, hein, pour eux. Il y a un décalage de 12 jours. Bon. Donc les femmes se mettent en mouvement, notamment à Pétrograd, la capitale de l'Empire russe, pour la paix. Elles se mobilisent fortement. Bon, intéressant. Ensuite, en quelques jours, en réalité, il faut que je fasse vite sur février, parce que sinon je ne vais pas arriver à octobre, mais donc très vite sur février, en quelques jours, vous avez un mouvement qui prend de l'ampleur. Au départ, c'est comme un peu en 1905. C'est pas un mouvement foncièrement, épouvantablement, totalement hostile au tsar. Comme en 1905, je ne sais pas, vous ne l'avez pas dit, mais en 1905, quand il y a eu la révolution, au départ, le peuple, il suit un pope qui s'appelle Gapon et qui dit le tsar, on l'appelle le petit père. Donc l'idée, c'est le tsar, il est bien gentil, mais en fait, il y a toute une armée de fonctionnaires et de ministres qui sont des crapules et il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Donc, on va faire une petite promenade, une petite manif, on va lui dire avec nos revendications, et comme ça, il saura, et puis il nous suivra. Et puis, en 1905, tout le monde défile, et puis après, le tsar fait tirer sur la foule. Donc là, évidemment, ça change un peu le problème. 1917, on est dans un rapport un peu différent, puisqu'il y a déjà eu 1905 et ce précédent-là, mais malgré tout, au départ, on n'est pas sur une perspective révolutionnaire immédiatement. Et pour citer Trotsky, puisque je vois que maintenant, donc on peut citer Trotsky, alors je cite Trotsky rapidement, eh bien, tout dernier jour de cette révolution, en 5-6 jours, ça se règle cette affaire, hein. Le tout dernier jour, Trotsky dit dans son histoire de la révolution, il dit, le peuple de Pétrograd notamment, le dernier jour de cette révolution, il savait même pas encore qu'il allait faire la révolution ce soir même. Il dit ça et c'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a vraiment une dimension de bouillonnement populaire qui est très fort, parce qu'il y a des tensions objectives qui sont très importantes dans cette Russie-là. Tensions liées à la paix, tensions liées au rôle du capitalisme, tensions liées à tout ça. Et donc, effectivement, en quelques jours, ce régime qui a plusieurs siècles, ce régime, face à une déferlante populaire imprévue, vous voyez, c'est le peuple inconscient de sa force presque, qui réussit à faire tomber le tsarisme en quelques jours. Alors là, évidemment, c'est l'illusion lyrique. C'est-à-dire que, vous imaginez bien, vous faites un gros mouvement de mobilisation, vous n'attendez pas forcément à ce que ça aboutisse, et là, non seulement ça aboutit, mais ça aboutit au-delà de vos espérances, si je peux dire. Donc, c'est un peu c'est la joie, c'est l'illusion lyrique, c'est super. Voilà. Donc, on a un gouvernement provisoire qui se met en place très rapidement, qui est dominé par les libéraux, par la bourgeoisie, c'est les cadets, on appelle ça à l'époque les cadets, c'est pour constitutionnel démocrate, voilà, les cadets, voilà, tout simplement. Et donc c'est le prince Lvov qui domine ça, et puis vous avez une autre structure importante qui était née là encore en 1905, qui s'appelle le Soviet, qui est donc une instance qui essaye de... N'oubliez pas, il n'y a pas de syndicat, c'est le tsarisme, hein, tout est verrouillé. Hein. Donc le Soviet est une espèce de structure qui essaie de représenter directement ou les ouvriers, ou les paysans, ou les soldats, etc. Il y a des soviets de soldats, des soviets d'ouvriers, des soviets de paysans. Bon. Et là, vous avez un grand soviet, dans les villes aussi, vous avez des soviets comme ça. Bon. Et donc, vous avez un grand soviet, notamment à Pétrograd, où vous avez donc des grandes figures de la Révolution. Là-dedans, vous avez surtout des socialistes, dont j'ai peu parlé, disons ceux qui ne sont pas bolcheviques. Vous avez notamment les mencheviks qui sont très puissants à l'intérieur de ça. Disons que c'est des socialistes qui pensent que voilà, il faut y aller plus progressivement. Voilà, disons là on a fait la révolution bourgeoise et c'est pas mal pour l'instant. On verra pour la suite. Vous avez aussi beaucoup les héritiers des populistes, ceux qu'on appelle maintenant les socialistes révolutionnaires ou SR, qui eux sont favorables à un communisme agraire, une voie agraire. Autour du MIR, la communauté paysanne dont on va déjà parler. Bon, très bien. Donc, un soviet, d'un côté, dominé par les socialistes modérés, on va dire, et de l'autre,
le gouvernement provisoire dominé par les libéraux. Et là, évidemment, ça y est, c'est parti, liberté de la presse. Vous imaginez 3 siècles de répression terrible, et là, d'un seul coup, paf, une espèce d'efflorescence comme ça, superbe. Bon, de beaucoup de liberté, abolition de la peine de mort, enfin voilà, c'est l'illusion lyrique. Et alors Lénine dans cette affaire, ben, Lénine, il est toujours en Suisse. Hein. Bon, alors évidemment, il veut rentrer très vite en Russie, mais c'est compliqué, c'est la guerre. C'est la guerre, donc vous n'allez pas comme ça dire drapeau blanc, je passe, excusez-moi, et vous traversez tous les pays en guerre pour arriver en Russie. Vous voyez la différence entre la Suisse et la Russie, il y a une petite promenade. Bon, donc compliqué. Il veut rentrer très vite en Russie, forcément. Bon. Et en même temps, il accentue ce qu'il avait dit en 1915. Il dit, très bien, excellent en février, première étape. Mais il y a une deuxième étape au programme. Bon, alors il écrit à la Pravda pour dire ça. Alors, donc les Russes, les socialistes russes, les bolcheviks russes même, à la Pravda. Pravda, c'est le nom du journal des bolcheviks, hein, ça veut dire vérité. Bon, voilà. Donc, les bolcheviks eux-mêmes, qui sont eux en Russie, disent bon, Lénine, oui, c'est une grande figure de chez nous. Enfin, bon, il est en Suisse, il n'y a pas non plus, voilà, il comprend pas bien ce qui se passe. Bon, mais c'est pas grave. Bon. Donc ils en publient un, puis après ils disent c'est trop quand même là, c'est complètement délirant. Parce qu'ils laissent tomber. Les articles de Lénine ne sont pas tous publiés parce qu'ils disent bon, il comprend pas, on lui expliquera quand il arrivera. Bon, très bien. Alors là, il y a une affaire importante, mais qui va jouer des tours à Lénine. Mais en même temps, il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Il y a une phrase de Lénine que vous connaissez peut-être qui dit « Les capitalistes iront jusqu'à vendre la corde qui servira à les pendre ». Bon, alors, comment ça se traduit concrètement? Il est en Suisse, il faut rentrer en Russie. Bon, vous avez des notions de géographie européenne qui doivent vous faire mesurer le problème. Il n'y a pas d'avion pour passer tranquillement comme ça de Suisse jusqu'à... Donc comment on va faire? Il n'y a pas de Pologne à l'époque, n'oubliez pas, hein, pour votre géographie. Il y a l'Empire allemand qui touche l'Empire russe. Hein. Il n'y a pas de Pologne, c'est fini, depuis longtemps. Bon, il y a donc un seul moyen, il faut passer par l'Allemagne. Bon, eh ben, les Allemands, eux, se disent, il y a un bon coup à jouer. Parce que la Russie, c'est comment dire, on est en guerre contre eux, mais c'est un peu le bordel, là, je vois bien, avec la Révolution. C'est pas mal, parce que tant que c'est le bordel, comme ça, nous, plutôt que d'avoir une armée face à nous qui nous tire dessus, là, c'est un peu le bazar, donc comme ça, on peut avancer plus facilement. Et donc, les Allemands, et ce cher Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, voilà, se dit, on va faire passer quelques révolutionnaires, donc il n'y a pas que Lénine, hein, il y a un peu tout le monde, hein, donc pas que des bolcheviks, on va faire passer quelques révolutionnaires en Russie. Comme ça va bien mettre de l'huile sur le feu, et ce sera parfait. Bon, et donc Lénine passe donc en Allemagne de ce fait-là. Évidemment, ça va lui être reproché durement par les autres qui vont dire « Ah, vous voyez bien que c'est un agent allemand, etc. » Il y aura toute une campagne là-dessus, je vais en parler dans 2 secondes si je ne prends pas trop gros retard. Bon, on va voir. Donc, voici Lénine qui traverse donc l'Allemagne et qui finit par arriver en Russie. Bon, il arrive donc en Russie par ce biais-là. Et là, il persévère. Il arrive, il persévère. Bon, ça devient plus compliqué. Il dit toujours, voilà, très bien, première étape, mais il y a une deuxième étape au programme et je vous assure que c'est pour bientôt. Bon. Alors, il y a même des phrases qui disent, je crois que c'est Bogdanov, il dit, mais là, ce sont des paroles de dément. Voilà, ce sont des choses comme ça qui sont décrites à cette époque-là. Bon, très bien. Donc, Lénine arrive en Russie et il dit, il faut passer à l'étape numéro 2. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est intéressant cette révolution, parce que dans toutes les révolutions, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, vous aviez un monde qui était relativement figé, où les choses avançaient doucement, et là, l'histoire prend les bottes de 7 lieues, ça va à toute vitesse, et le peuple russe fait des expériences en accéléré. Première expérience, donc, il se rend compte de sa force. En quelques jours, il a fait tomber un régime de plusieurs siècles. Ça, c'est une sacrée expérience, quand vous faites comme ça. Ça vous laisse des souvenirs, ça à retenir pour la suite. Quand je me mobilise, dis donc, ça peut changer le cours du monde. Première expérience. Deuxième expérience, à peine il y a le gouvernement provisoire, vous avez une note qui arrive le 18 avril du ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement provisoire qui a été établi pour la paix. Vous vous rappelez, cette révolution s'est faite notamment autour de cette question centrale de la paix. Et donc le 18 avril, peu de temps après, le ministre des Affaires étrangères, il y a une note, il dit aux Britanniques et aux Français, ne vous inquiétez pas, nous continuerons la guerre jusqu'à la victoire finale. Bon. Alors là, évidemment, compliqué. Vous venez de faire la révolution pour la paix, et ceux qui sont au gouvernement de votre
responsabilité, de votre fait même, du fait de votre sacrifice et de votre mouvement, ceux-là sont en train d'aller à l'inverse de vos revendications. Alors, ça fait une sacrée expérience, là, disons, sur le côté délégation de pouvoir. Parce que sinon, vous vous dites, voilà, je fais la révolution, je place des mecs bien, et après, je rentre à la maison. C'est ce qui se passe. Et quand je rentre à la maison, finalement, ils font l'inverse de ce pourquoi ils ont été mis en place. Deuxième expérience intéressante. Alors, certes, Miliukov va être écarté assez rapidement, parce que quand même, c'est pas jouable, le rapport de force est là, on sent que le peuple a une envie de paix très importante. Miliukov est écarté. Mais quand même, ça laisse une expérience pour la suite de ce point de vue-là. Bon, première expérience qui est faite, c'est pas juste je mets des gens en place et après je rentre à la maison et l'affaire se joue. Parce qu'il peut y avoir des retournements. Dans le remaniement qui se passe, vous n'avez plus une majorité simplement de libéraux, vous allez avoir une entrée massive dans ce gouvernement provisoire de socialistes, avec socialistes indépendants. La grande figure de février, c'est Kerensky, un socialiste indépendant, qui entre donc au gouvernement, qui prend des responsabilités majeures, puisqu'il devient ministre de la guerre et de la marine, et vous avez même un SR, un socialiste révolutionnaire, qui s'appelle Tchernov, qui devient ministre de l'agriculture. Et vous avez Tsereteli, un menchevique à l'intérieur. Donc en clair, cette fois-ci, c'est pas juste un gouvernement dominé par des libéraux, c'est un gouvernement dans lequel vous avez les socialistes qui sont aux manettes, les grands ministères, la guerre, Kerensky, socialiste indépendant, l'intérieur, Tsereteli, un menchevique, et l'agriculture, un SR, Tchernov. Donc là, on ne pourra plus dire si le gouvernement ne fait pas, c'est parce que c'est des libéraux. Là, vous avez les socialistes qui sont là eux-mêmes. Et là, le problème de fond que vous connaissez bien et que vous imaginez bien, c'est que si vous voulez faire la paix avec les Allemands, alors qu'ils gagnent militairement et qu'en plus c'est un peu le bordel chez vous, il est évident que les Allemands vont dire d'accord pour la paix, mais par contre, vous nous filez à peu près tout. Or, les capitalistes russes veulent bien, d'accord, mais tout, c'est aussi leurs usines et tout ça qui sont installées là. Et ça, ils ne sont pas très chauds pour laisser passer tout ce qu'ils ont construit et acquis dans la partie occidentale de la Russie que les Allemands veulent. Donc, il y a une vraie contradiction à l'intérieur de ce gouvernement. La bourgeoisie ne veut pas lâcher cette affaire, ne veut pas lâcher toutes ces terres russes. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Kerensky se dit, il faut aller vers la paix, mais d'abord, il faut remettre un rapport de force en notre faveur. Donc, il va organiser une grande contre-offensive. Et alors, pour que ça marche, on va serrer les boulons. Donc, rétablissement de la peine de mort si jamais on désobéit au front. Donc, tac-tac. Et puis, les bolcheviks, ça va bien. Donc, répression anti-bolchevique qui est menée sur le thème Lénine, agent allemand. Donc, on resserre les boulons, on fait la contre-offensive, et manque de bol, ça échoue. Ça échoue. Les Allemands arrêtent la contre-offensive russe et, à vrai dire, au contraire, continuent à gagner. Bon, donc la nouvelle expérience populaire. C'est-à-dire que vous avez plus seulement des libéraux qui vous trahissent, là vous avez Kerensky lui-même qui est en train de revenir sur les acquis de février, les libertés, la liberté de la presse, la liberté politique, la question de la paix, vous voyez, il vous la met à l'envers complètement. Kerensky, expérience populaire qui est faite directement, important. Et le dernier élément majeur. Bon, Kerensky, il fait bien le boulot pour la bourgeoisie. Mais enfin, quand même, il a été vice-président du Soviet de Pétrograd. Visiblement, il n'arrive pas quand même à tenir toute son affaire comme il faut. Peut-être qu'il faudrait envisager de passer à un homme plus efficace. Et là, il y a un homme plus efficace qui se propose. Un ancien général tsariste qui s'appelle Kornilov. Et ce général Kornilov, il dit, ben voilà, moi je vais reprendre les choses en main, et je propose mes services pour avancer. Et il est soutenu beaucoup par les forces qui soutenaient l'ancien régime pour une part, et par une partie de la bourgeoisie. Et donc, se profile la possibilité d'un putsch qui mettrait un terme à la révolution de février, le putsch Kornilov. Et là, Kerensky, il ne veut pas lâcher la main pour passer le guidon à Kornilov. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est bien obligé de libérer les bolcheviks pour trouver des alliés, pour sauver son pouvoir avec la révolution de février. Et donc, vous voyez comme ça va vite, c'est impossible à résumer en 5 minutes, c'est très compliqué. Bon, en clair, face au putsch Kornilov, Kerensky, qui a mis lui-même les bolcheviks en prison, libère les bolcheviks, et les bolcheviks vont jouer un rôle majeur pour sauver la révolution de février, alors qu'ils étaient dans un niveau d'impopularité très fort au départ et en juillet. Voilà ce que vit en accéléré donc le peuple russe en quelques mois. En quelques mois, ils vivent cette expérience du je marche
un régime de plusieurs siècles s'effondre, ils vivent l'expérience, je marche, je mets des gens qui me représentent, ils font l'inverse de ce pourquoi je les ai mis en place. Après, ils font l'expérience, je mets des socialistes, qui eux sont mieux que les libéraux, finalement, eux aussi, ils font l'inverse d'eux. Bon, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et donc, vous avez une politisation russe qui se fait en vitesse accélérée, absolument incroyable. Et ça aboutit à cette situation en septembre, après le putsch d'Oust-Kornilov, où les bolcheviks, qui étaient minoritaires au début de la séquence, se retrouvent majoritaires dans les soviets, notamment au soviet de Petrograd, au soviet de Moscou et ailleurs. Et à partir de ce moment-là, la situation est complètement différente. Et donc là, je fais un petit écho à ce que disait Gilles dans son introduction. Putsch ou révolution? Insurrection, c'est sûr, mais insurrection avec un sacré soutien populaire. Parce que, en réalité, en juillet, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de ça, déjà, quand les socialistes, quand Kerensky a fait la contre-offensive, il y avait des bolcheviks, notamment les marins de Kronstadt, qui sont pas très loin, qui disaient « Mais il faut prendre le pouvoir, il faut y aller !» Et Lénine dit « Non, 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 c'est pas possible, c'est trop tôt. Oui, des gens ont déjà fait l'expérience que vous êtes en train de vivre, une partie du peuple russe a déjà bien vu le problème, mais on n'est pas majoritaire encore dans le pays, donc on ne peut pas y aller comme ça. » Sinon, c'est du blanquisme. Blanqui, c'était un révolutionnaire français du 19e siècle qui passait sa vie à vouloir faire des insurrections, mais minuter, là, on est trop nombreux déjà. Il faut faire ça, voilà, 10-15, et voilà, secret absolu. Bon, là, c'est pas ça. Lénine dit non, juillet, trop tôt, on n'y va pas. Mais septembre, à partir de septembre, il dit là, il faut y aller. Parce que nous sommes majoritaires, et donc il faut y aller tout de suite, maintenant. Et donc, vous avez un grand mouvement de débat qui se lance dans le parti bolchevique, où Lénine est toujours sur cette ligne de là, où il faut aller vers la deuxième étape, et maintenant, il faut y aller par la voie de l'insurrection. Et d'autres socialistes bolcheviques importants, comme Zinoviev ou Kamenev, qui sont des personnalités très importantes, qui disent non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, il faut pas y aller, c'est de la folie, on va finir comme les communards. N'oubliez pas, c'est ça le spectre qui hante Lénine à ce moment-là. C'est qu'à Paris, en 1871, je fais un peu des allers-retours, c'est un peu sportif, mais comme vous avez l'air en forme, voilà, je vous emmène comme ça dans ces espèces de tango. Bon, en 1871, à Paris, il y avait eu un grand mouvement révolutionnaire. Le 19e siècle français est plein d'événements révolutionnaires. Mais 1871, c'est un mouvement révolutionnaire où la dimension sociale est plus accentuée que jamais. Vous voyez, c'est une sorte de crescendo. 1830, c'est très politique. 48, c'est davantage social. 71, la révolution sociale est beaucoup plus forte encore. Cette révolution, elle va durer 72 jours. Et après, terminée. Parce que répression terrible par Thiers et par les troupes de la toute jeune République française. C'est ça le spectre qui hante. N'oubliez pas, on est en 1917. Ça veut dire que la Commune, c'est 40 ans avant. C'est à portée de main, vous voyez. 40 ans, c'est dans les années 70. Tout le monde a ça en tête. Et Lénine, le premier. D'ailleurs, le soir du 72e jour, il dira « Ouf, au moins on aura fait aussi bien que la Commune. » Voilà. Danser. Exactement, tout à fait. Donc la Commune hante. Donc c'est pas Zinoviev et Kamenev sont des imbéciles. C'est une vraie crainte, une vraie angoisse qui existe là. Donc il y a un débat dans le parti bolchevique. Lénine y met toute sa force de conviction. Zinoviev et Kamenev sont tellement en désaccord qu'ils vont finir par faire ébruiter le truc. C'est-à-dire, en fait, ils sont tellement hostiles à la révolution, à la perspective d'une insurrection, non pas dans l'absolu, mais ils pensent que ce n'est pas le moment. Ils sont tellement hostiles à la perspective d'une insurrection qu'ils vont écrire dans le journal de Gorky, donc vous connaissez, le grand écrivain Maxime Gorky, la mère, tout ça, voilà. Donc qui n'est pas à l'époque bolchevique, hein, voilà. Donc dans le grand journal de Gorky qui s'appelle Novaya Gizon, pardonnez l'accent que je n'ai pas, mais je vous le dis comme je peux, voilà. Donc dans son journal, ils vont dire nous, Kamenev et Zinoviev, nous disons nous ne suivons pas Lénine et les autres bolcheviks sur la voie de l'insurrection. Donc comme ça, tout le monde est au courant que les bolcheviks préparent une insurrection. Bon, compliqué. Néanmoins, et c'est pour ça que certains disent que c'est un putsch, parce qu'effectivement, il y a un côté très minuté, enfin, c'est très préparé. C'est pas, pour le coup, c'est pas février. C'est-à-dire, voilà, là, c'est vraiment, il y a des plans, des cartes, c'est très précis. Le central téléphonique, enfin voilà, c'est très minuté. Voilà, c'est l'insurrection. Et donc, néanmoins, parce que ce soutien populaire est toujours très important dans le pays, eh bien, Lénine et les bolcheviks, puisque finalement il emporte la majorité, préparent l'insurrection, bien que cette affaire ait été ébruitée. Ils préparent l'insurrection, et c'est ce qui finit par arriver à la toute fin du mois d'octobre 1917 dans le calendrier russe. Donc pour nous, ça nous fait culminer au 7 novembre, pour le calendrier qui est le nôtre, grégorien.
Et là, vous finissez par avoir donc la prise, effectivement, je vous la fais courte parce que je vais assez vite, la prise du palais d'hiver. Dans le palais d'hiver, c'est quoi? C'est là que siège le pouvoir central depuis des siècles dans ce palais d'hiver. Immense palais qui comporte 2000 pièces, plus de 2000 pièces, dit le film d'Eisenstein, Octobre, qui est super de ce point de vue-là, qui est un grand film au plan formel, c'est assez épatant. Bon. Et donc, vous avez la prise du palais d'hiver. Alors là, évidemment, c'est une insurrection. Mais regardons les choses. En février, vous avez plus de 1500 morts. Au moment de la révolution d'octobre 1917, parce qu'il résiste en face en février. En octobre, au moment de la révolution, vous avez bien moins de 50 morts. En fait, personne n'a défendu. Personne n'a voulu défendre vraiment le palais d'hiver. La révolution d'octobre, elle s'est faite avec une approbation populaire extrêmement large. À Petrograd comme ailleurs, personne n'a voulu défendre ce régime-là, qui était le régime qui ne tenait pas parole, alors qu'il avait été placé pour la paix et qui finalement continuait la guerre. Donc cette révolution d'octobre 1917, oui, bien sûr, c'est une insurrection qui n'est pas du tout spontanée, qui est tout à fait organisée précisément, et en même temps, elle est dans un soutien populaire très fort. Et à peine nos amis bolcheviks ont pris donc le palais d'hiver, le 25 octobre, donc je vous passe sur les épisodes du croiseur Aurora qui est pas loin et qui tire à blanc pour effrayer un petit peu tout ce monde-là. Je passe là-dessus, c'est un peu plus folklorique. Enfin non, mais c'est important. Mais bon, voilà, sur le sens politique, je passe un peu. À peine ils ont pris que des mesures immédiates, majeures, sont prises sur la paix. Donc là, il y a quelque chose. Hein, donc ça fait la différence, si vous voulez, par rapport aux autres régimes sur la paix. Et ça va aboutir à une paix déchirante, une paix épouvantable qu'a évoqué Dominique tout à l'heure, une paix très, très dure. Hein. C'est la paix de Brest-Litovsk qui a lieu en mars 1918. Une paix très dure parce que, pour les raisons de rapport de force déjà indiquées, c'est-à-dire que la Russie est en révolution, il y a quand même les Blancs qui ne se laissent pas faire complètement, et puis bientôt il y aura l'intervention étrangère, et donc les Allemands sont en position de force. Donc la Russie révolutionnaire doit lâcher des territoires majeurs dans cette affaire-là. Mais la paix est faite. C'était la volonté populaire. Il y a le décret sur la terre, qui va arriver extrêmement vite aussi. Et en fait, quand vous regardez, on a mis quelques textes dans le bouquin, les premières mesures de la Révolution, là encore, il y a quelque chose de l'ordre de la vitesse qui est tout à fait impressionnante, parce que vous avez des mesures énormes qui sont prises en peu de temps, et dans tous les domaines. C'est-à-dire aussi bien au plan donc la paix, aussi bien au plan économique, parce qu'en dehors de ce triptyque majeur qu'il faut quand même évoquer, qui était le grand triptyque des bolcheviks, le pain, la paix, la terre, en dehors de ce grand triptyque-là, qui est vite transformé en décret, très très vite, en dehors de ça, il y avait un autre objectif qui était un mot d'ordre très populaire, qui s'appelait le contrôle ouvrier. Contrôle ouvrier, c'était l'idée que ceux qui produisent, des communistes, ça c'est basique en réalité, ceux qui produisent doivent décider ceux qui le produisent, comment ils le produisent, pourquoi ils le produisent. Et non pas simplement le propriétaire doit décider ce qu'on produit, comment on le produit, pourquoi on le produit. Mais c'est ceux qui produisent les richesses qui doivent décider de ce qu'on produit et de comment on le produit. Donc la question du contrôle ouvrier. Et donc ça, très vite aussi, ça va se traduire dans des mesures. Donc au plan économique, mais aussi des questions, pensez aux questions des femmes, par exemple. C'est tout à fait très vite, très impressionnant, puisque dans ce pays donc très en retard, les femmes donc, qui avaient joué un rôle important en février, je l'ai dit, néanmoins vont se retrouver avec des positions de responsabilité à l'intérieur même de la nouvelle direction de la Russie bolchevique. Et il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps autour d'un personnage assez intéressant qui s'appelle Alexandra Kollontai, qui se retrouve donc ici directement avec des clés du pouvoir en main, ce qui est tout à fait incroyable de cette manière. Donc oui, parce que je dis ça parce que parfois on oppose, vous savez, on dit il y a des luttes sociales et puis les luttes sociétales et puis on joue l'un contre l'autre et l'une contre l'un et je sais pas quoi. En réalité, quand vous regardez les moments révolutionnaires, c'est vrai en 1789 et c'est vrai en 1917, tout avance en même temps. Tout avance en même temps et à grande vitesse. Les questions de femmes, évidemment les questions de nationalité. N'oubliez pas que l'Empire russe s'appelait aussi la prison des peuples. Et là, Lénine dit, mais non, en avant, il y a le droit au divorce, il n'y a pas l'obligation au divorce, mais il y a le droit au divorce. Si vous ne voulez pas, rester dans l'Empire russe et maintenant dans la Russie révolutionnaire, vous pouvez partir. Je finis par une anecdote très rapide. Moi, la première fois que j'ai vu une statue de Lénine, on va dire la seule fois d'ailleurs en réalité que j'en ai vu une, c'était en Finlande.
En Finlande, pourquoi? Parce que justement, après la révolution d'octobre, les Finlandais ont obtenu, grâce à Lénine de cette manière, leur indépendance. Et donc il y a un musée Lénine à Tampere, en Finlande, c'est là que j'avais vu, qui existait encore quand j'étais là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous voyez, c'est quand même une période qui est particulièrement riche en épisodes et riche en expériences, et qui pour nous dit quand même beaucoup de choses. Elle nous dit que l'histoire, vous savez, on a tendance à la penser toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, s'il y a des changements, ce sera des changements progressifs. 1, plus 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, moins 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est pour ça qu'on fait des crédits sur 25 ans. Parce qu'on pense que, grosso modo, pendant les 25 prochaines années, ça ne va pas trop changer. En gros, c'est ça l'idée. Eh ben, ce qui est intéressant quand on travaille sur l'histoire des êtres humains, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, souvent, ça marche comme ça. 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 0,5. Et puis parfois, il y a des moments d'accélération absolument incroyables, où un monde qui paraissait figé depuis des décennies, et hop, ça part à toute vitesse. Et ce monde qui paraissait éternel se retrouve renversé et quelque chose de nouveau naît. Et 1917, ça dit ça. Ça dit quand même l'accélération de l'histoire possible quand les contradictions sont aiguisées. Ça dit aussi la force, comment dire, de l'implication populaire. Ça dit que les régimes qui, comment dire, ne profitent qu'à des minorités ne tiennent que parce que les majorités ne se mettent pas en mouvement. Ça dit la force du nombre, ça dit la force révolutionnaire de ce point de vue-là, c'est intéressant. Alors évidemment, 1917, c'est la Russie, c'est dans un pays qui est évidemment extrêmement différent du nôtre, à tous égards et à tout point de vue, surtout si on y rajoute un siècle. Déjà, la France de 1917 et la Russie de 1917, c'est très différent. Et alors, la France de 2017 et la Russie de 1917, c'est deux mondes, c'est presque Toutankhamon et nous, quoi. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des différences considérables. Donc, il ne s'agit pas, et ça, Lénine y veillera beaucoup, notamment, je ne sais pas si vous pensez à la maladie infantile du communisme. Il ne s'agit pas, évidemment, de copier, de rédupliquer la lettre, comme on dit de ces choses-là. Ça n'aurait aucune espèce de sens. Mais néanmoins, je pense que c'est important, et c'est pour ça que je suis très content que vous ayez fait une belle initiative autour de la Révolution. Je pense que c'est une histoire qui est importante à connaître parce qu'elle dit cette force du peuple, elle dit cette capacité d'investissement, d'action populaire, et c'est cette capacité à changer le cours du monde. Parce que la Révolution russe, ça n'est pas qu'une révolution russe. À peine ce souffle-là, comment dire, se met en mouvement, que le siècle est lancé. Un siècle est lancé. Un siècle terrible de lutte de classe, parce qu'en face, évidemment, ils ne veulent à aucun prix. Tout à l'heure, tu as cité comment dire, Clémenceau, ils ne veulent à aucun prix lâcher le manche, parce que c'est ça dont il est question, évidemment. Donc, un siècle terrible, l'historien Hobsbawm appelle ça l'âge des extrêmes, c'est vrai, c'est l'âge des extrêmes, parce que la question du schmilblick est au milieu, quoi. La question du Grisby, voilà, la question de qui décide et qui a le pouvoir sur les questions économiques, sociales, et là, directement est posée, frontalement, clairement, par la Révolution de 17. Grande question qui, je crois, si je finis là-dessus, mais j'imagine qu'on en parlera plus tard, et Christian plus que moi et mieux que moi, mais grande question qui forcément se pose aussi toujours aujourd'hui, parce que dans un monde dominé par le capitalisme, où quelques-uns décident, pensez qui sont souvent des vieillards, Madame Bettencourt, feu Madame Bettencourt est décédée maintenant, mais vous voyez, c'est-à-dire que des quelques milliardaires décident du sort du monde juste avec un objectif qui est celui d'augmenter leurs profits. Mais ça nous amène directement dans la catastrophe. Ça ne permet pas à l'humanité de déployer toutes ses capacités. Regardez ce dont on est capable déjà actuellement. Regardez Philae, c'est incroyable. Et en même temps, il y a des SDF. On voit bien que c'est anachronique. Le capitalisme ne permet pas de développer l'ensemble des capacités incroyables qui sont celles de l'humanité aujourd'hui. Donc les contradictions, comment dire, qui existaient entre les possibilités de développement de l'humanité, là où on en est en 2017, et le capitalisme qui aujourd'hui est assurément un frein par rapport au développement de ses capacités, évidemment, ces contradictions sont aujourd'hui posées, et la perspective révolutionnaire, de ce point de vue, si je reprends ma casquette plus politique, la perspective révolutionnaire apparaît d'une actualité, évidemment, plus que brûlante. Est-ce que l'un d'entre vous est certain qu'on peut survivre encore à un siècle de capitalisme, quand on voit, quand on regarde sérieusement, je veux dire, de la manière dont le capitalisme est en train de nous amener? Regardons les guerres, regardons le terrorisme, regardons les questions environnementales. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut tenir encore un siècle avec le capitalisme? Non. Moi, je n'en suis pas persuadé. En tout cas, je ne mettrai pas ma main à couper pour ça. Je crois que la perspective révolutionnaire, dans des conditions complètement différentes aujourd'hui, est une question majeure. Et donc, de ce point de vue,
regarder un petit peu en arrière pour 1917, non pas pour copier, mais pour regarder cette force-là qui nous montre que lorsqu'un peuple est décidé à prendre ses affaires en main, le cours du monde peut changer.